d'accueillir des intervenants belges et suisses, parmi d'autres. 5 intervenants au total que je vous propose d'accueillir sur scène. Nous avons Pascal Fransolet, Maria Pérez, Alice Vigneault, Yanis McCluskey et Philippe Maugiron. Maria, qui est à côté de moi, je vais donner quelques infos. Vous êtes infirmière diplômée d'État au centre hospitalier Sainte-Anne, au sein de l'hôpital de jour, le pôle 16, c'est-à-dire que c'est un service orienté vers le rétablissement et les prises en charge en remédiation cognitive. Juste à côté de vous, il y a Yanis McCluskey. Vous venez de Lausanne. Vous êtes père praticien en santé mentale. Vous êtes également président du réseau roman des pères praticiens. Vous êtes également enseignant et chercheur à l'école La Source et au fameux CHUV, le centre hospitalier universitaire vaudois, situé également à Lausanne. À côté de vous, Pascal Fransolet, vous venez de Belgique, de la clinique Sans Souci à Bruxelles, où vous êtes coordinatrice experte du vécu. Vous suivez actuellement la formation à la Pérédance, à Mons, et vous êtes administratrice de l'association En Route. Vous nous en direz plus. Et puis Alice Vigneault, à votre droite. Alice, vous êtes père aidante, vous êtes membre de la commission handicap de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, formatrice en entreprise pour l'association Action Handicap France, praticienne en ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Et puis c'est vous qui avez créé et organisé les journées de conférence de la Journée mondiale des troubles bipolaires depuis 3 ans avec Argos 2001. Et puis à votre droite encore, et pour finir, Philippe Maugiron, vous êtes médiateur santé-père au centre hospitalier Sainte-Anne, également au sein de l'unité de soins psychosociaux du pôle 16. Et parmi d'autres activités, vous êtes également président de l'AFMSP, l'association francophone des médiateurs de santé-père. Alors justement, Philippe, vous êtes en quelque sorte l'organisateur de cette table ronde. C'est vous qui avez réuni tous ces intervenants qui vont nous raconter plein de choses. Mais d'ores et déjà, vous pouvez probablement poser le cadre, en quelque sorte. Oui, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation du Forum Rétablissement. C'est très important pour nous, usagers et professionnels de la santé mentale, qu'il y ait des rencontres de ce type qui réunissent tous les acteurs qui s'expriment dans ce champ. Je veux parler des professionnels, des usagers, de l'entourage et bien évidemment maintenant de ces nouveaux acteurs qui prennent une place, que l'on espère de plus en plus importante. Je veux parler des pères aidants professionnels. Je remercie également le comité d'organisation d'avoir osé nous proposer d'animer cet atelier. Je ne vais pas dire à la dernière minute, mais ça s'est fait vraiment avec beaucoup d'aisance et avec beaucoup de souplesse. Et le thème initial était le savoir expérientiel, base de nouveaux métiers au pluriel. Et j'ai pensé qu'une ouverture européenne serait judicieuse aujourd'hui pour essayer de répondre mieux aux questionnements que nous avons et des questionnements qui sont souvent communs entre pères aidants pro. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de l'enrichir d'une question française et de réponses européennes. J'exerce ce métier, je suis un professionnel au même titre que mes collègues européens, que je remercie du fond du cœur d'avoir fait ce déplacement jusqu'à Paris pour pouvoir s'exprimer et aussi essayer de faire comprendre que le rétablissement n'est pas simplement français, suisse, belge ou d'une autre nationalité. On parle de rétablissement tout court en tant qu'usager. Il n'y a pas un rétablissement à la française, un rétablissement à la suisse. Vous voyez, nous avons tous les mêmes besoins. Nous avons identifié des points de passage dans nos parcours respectifs, communs aussi dans nos parcours de rétablissement. Et nous avons aussi des aspirations communes et nous demeurons les uns et les autres aussi avec certains idéaux, ce qui nous permet d'avoir l'énergie de continuer et d'être dans une forme de militantisme puisque nous sommes nombreux en tant qu'usagers à faire part d'une association.
Je suis donc médiateur de santé pair. Je préfère l'appellation pair pro parce que c'est un petit peu, on est un petit peu au niveau du temps de l'intégration d'usagers en tant que professionnels. À l'époque de la guerre froide, si j'ose dire, on parlait à l'époque de spationautes, de cosmonautes, d'astronautes. On différenciait à l'outrage pour parler finalement de la même chose. Donc moi, dorénavant, je me qualifie en tant que professionnel de pair pro. Vous voyez, en Suisse, on parle de pair praticien, en Belgique, de pair aidante, au Québec aussi, en France, de médiateur de santé pair. Retenez pair professionnel. Nous sommes tous de nouveaux acteurs dans la santé mentale qui travaillons pour co-construire avec les personnels qui sont employés et j'allais dire courants, hein, je veux parler d'infirmières, de médecins psychiatres, d'ergothérapeutes, de psychologues, pour construire avec eux un nouveau champ de savoir, un nouveau territoire qui génère des possibles dans les prises en charge des principaux intéressés. Je veux parler de ceux dont on parle rarement, des personnes qui demandent de l'aide ou qui sont prises en charge à l'hôpital. Ne l'oublions jamais. Moi, en tout cas, chaque matin, je me lève et ça donne du sens à ma journée de savoir que je me lève le matin pour ces personnes. Depuis 2012, j'exerce ce métier, donc c'est assez récent. Ça a débuté sous la forme d'une expérimentation et ça s'inspire de modèles étrangers. Donc je fais le lien aussi avec mes collègues suisses et belges, Pascal et Yanis, parce que nous avons beaucoup de retard dans notre vision de la psychiatrie en France. En temps de crise, les écarts diminuent, donc aujourd'hui on se rapproche du Québec. Vous voyez, vive la crise quelque part. Mais ce que je veux dire plus sérieusement, c'est qu'il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin de la part des usagers à ce qu'il y ait des usagers rétablis qui leur donnent le souffle de l'espoir, l'énergie d'identification pour oser intégrer un processus de changement et entrer dans leur processus de rétablissement. Aujourd'hui, ma vie a du sens. Elle a du sens parce que j'ai le sentiment d'être utile. Elle a du sens aussi parce que j'exerce un métier qui n'existait pas à l'époque où j'en avais probablement besoin. Je vais laisser la parole à mes collègues de travail pour qu'ils puissent se présenter, qu'ils parlent de leur pratique. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, par passer la parole à Pascal Fransolet, qui est père aidante à Bruxelles. Merci Pascal d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Donc, moi effectivement donc, je travaille pour une clinique psychiatrique à Bruxelles. Je travaille depuis pas très longtemps. Donc je travaille depuis, j'ai un emploi salarié depuis le 19 septembre 2016. Avant ça, j'ai fait énormément de choses pour y arriver. C'est-à-dire que c'est tout un parcours en fait chez nous. Pour arriver à obtenir, disons, son job de père aidant, ce qui est très très difficile encore pour le moment. En Flandre, donc là, ils sont beaucoup plus avancés. Il y a environ 15 à 20 pères aidants rémunérés. Maintenant, à Bruxelles et en Wallonie, il y en a exactement 3, dont moi. Donc c'est vraiment très très peu, et d'autant plus que les 2 autres sont encore plus récents que moi. Donc c'est vraiment, jusqu'il y a peu, il n'y avait strictement personne. Avant de travailler comme père aidante rémunérée, j'ai travaillé comme père aidante bénévole dans la même clinique. Et puis on s'est rendu compte que donc je faisais vraiment de l'accompagnement de personnes et c'était vraiment super riche. Et moi je travaillais par ailleurs. Je faisais un autre métier par ailleurs. Je venais là comme bénévole en plus de mon travail que je faisais à mi-temps. Et c'est vrai que ça me procurait vraiment beaucoup de satisfaction. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir une coordinatrice dans cette clinique pour mener à bien donc, ces projets de participation qui émergeaient dans le chef de soignants là-bas à Sans Souci. Donc c'est comme ça que j'ai été engagée, mais pas seulement pour faire de l'accompagnement de pères aidants, mais aussi pour, par exemple, créer un comité d'usagers ou inviter des gens à parler de participation dans la clinique. On a ainsi plusieurs personnes
dont une psychiatre, un chercheur, qui vont venir vraiment pour le personnel, mais aussi pour les patients de l'hôpital pour parler de participation et de rétablissement. Donc, comme vous l'avez dit, donc mon terme officiel, c'est père praticien. Donc, effectivement, il y a la grande guerre froide des termes. Je suis né de la première volée, la première vague de formation en Suisse romande. Il y en a une autre actuellement qui a lieu et qui se terminera bientôt. Comme en Belgique, comme en France, on est très peu. Mais peut-être que ce que je peux ajouter, donc, c'est qu'à mon avis, le champ d'action est très large. C'est-à-dire qu'on parle à la base du terme de père aidant et à mon avis, il est très limitant et limité. On a dans la salle, je vois ici Cathy Maillot, on a Agathe Martin pas loin. Des pères, même ce terme-là est peut-être biaisant, peuvent intervenir et doivent intervenir dans la recherche, dans l'enseignement et dans la gestion, dans un rôle d'interface ou de représentation ou d'encouragement à la représentation, à la participation des usagers dans les structures, dans l'enseignement, dans la recherche, dans l'administration, pour deux choses, à mon avis. D'une part, pour faciliter la communication entre les professionnels et les usagers. Vraiment un rôle, le terme de médiateur de santé père a cet avantage-là, c'est ce rôle de médiation, de traduction presque, de faciliter la communication et de rapprocher, on peut penser par exemple à la recherche, de rapprocher les équipes de recherche qui font des travaux extrêmement intéressants, extrêmement pertinents, des usagers eux-mêmes et des familles qui n'ont très souvent aucune idée de ce qui est recherché, sur quoi, de qu'est-ce qui sort, pourquoi, quand, comment. C'est la même chose dans l'enseignement, de rapprocher l'enseignement et la recherche aussi, de l'orienter dans le sens des attentes et des besoins et des souhaits des usagers et des familles. Voilà ce rôle-là de rapprochement et de communication. Et aussi, on peut imaginer, à mon avis, le père, quel que soit son nom, a un rôle important comme facteur de changement, en fait. Et pour ça, on est vraiment trop peu. Parce que imaginez le nombre d'hôpitaux, le nombre d'institutions en santé mentale et en psychiatrie, par rapport au nombre, actuellement, je crois qu'il y a 14 médiateurs de santé père qui travaillent en France. En Suisse romande, on est 6 à travailler, un peu plus formés, mais actuellement 6 à travailler. En Belgique wallonne, 3. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire comme travail. C'est intéressant, mais c'est titanesque. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive dans une équipe, on a une possibilité de diffuser par les faits, par la présence, par les propos, par les actes, cette orientation, cette idée du rétablissement. Je pense que vous imaginez ce que ça veut dire. Le simple fait qu'un usager, un ancien usager, quoique personnellement je me qualifie comme un usager, mais usager, quand je rencontre mon psychologue, je suis usager, et là quand je vous parle, je suis un professionnel. Mais le fait que quelqu'un qui soit passé par les troubles psychiques et qu'il l'ait affiché sur son front fasse partie d'une équipe soignante, ça déstabilise, voire ça bouleverse tout le monde. L'équipe ne sait pas comment se comporter avec nous. L'équipe ne sait pas s'ils doivent nous soigner, s'ils doivent faire attention, si on est fait en verre, si en cristal, si on va se casser s'ils nous approchent, s'ils doivent nous préserver, si on a le droit de savoir les informations ou si on est un patient comme les autres et qu'il ne faut surtout pas qu'on sache parce si on va transmettre, s'il y a des questions de confidentialité, enfin vous pouvez imaginer. Et même les patients eux-mêmes sont très bouleversés par ça.
parce que ça casse le stéréotype, le cliché, le clivage conventionnel qui veut qu'il y ait d'un côté les professionnels, les soignants, les personnes qui sont en bonne santé, et de l'autre côté, les usagers, les patients, les personnes complètement tarées qui vont mal. Hein, on est d'accord, c'est ça. Hein, bon. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un d'un groupe qui saute dans l'autre groupe, et on se rend compte que c'est pas vrai, que c'est un continuum, qu'on peut se déplacer d'un côté à l'autre, qu'on peut aller bien, qu'on peut aller moins bien. Et par la simple présence, par le simple fait d'être là, de travailler, d'être comme tout le monde, de boire le café, voilà, on change petit à petit les perceptions et du coup les pratiques. Et là, je pense qu'il y a un gros boulot et que ce n'est pas le seul moyen. Les pères aidants, les pères professionnels ne sont de loin et heureusement pas le seul moyen de faire changer les pratiques. Et j'espère que vous tous ici, vous êtes aussi des facteurs de changement et des acteurs du changement. Mais ça a aussi ce rôle-là d'être et d'encourager la formation et la professionnalisation des pairs. Voilà, je vais laisser la parole à notre dernière collègue. Que dire ? Beaucoup de choses ont déjà été dites. On parle donc le savoir expérientiel du père aidant. En fait, c'est pas un savoir, mais des savoirs, et qui est finalement le savoir du patient lui-même, qui est le savoir, le vécu de la maladie, le vécu de la souffrance psychique, le vécu de la stigmatisation, le vécu parfois de l'exclusion. C'est voilà, un ensemble de savoirs. Et ce qui le distingue, c'est le vécu du rétablissement et du processus de rétablissement. Et c'est un concept plus ou moins novateur. En tout cas, en France, on est encore très en retard sur ce sujet, mais qui vient un peu chambouler le paradigme en santé, qui fait que le père aidant est aussi finalement un grand militant, un militant du rétablissement. Un militant d'abord pour ses pairs, pour dire que oui, se rétablir dans une vie heureuse avec une maladie psychiatrique, c'est possible. Un militant vis-à-vis du personnel de santé pour leur dire qu'on n'est pas un malade, on est une personne et que oui, peut-être on ne va pas guérir, mais on est capable de se rétablir, donc on est capable d'être heureux. Donc quelque part, est-ce que la guérison symptomatique est indispensable ? Peut-être pas. Ça vient chambouler aussi, voilà, toutes les relations qu'on a entre les soignants qui finalement n'ont plus ce rôle de, entre guillemets, de sauveur, mais d'accompagnant finalement, parce que on ne rétablit pas les gens, ce sont les gens qui se rétablissent eux-mêmes. Et en tant que père aidant, on est là comme des accompagnateurs et on n'est pas là pour... Il n'y a pas de recette. On est là pour aider les gens à mieux se connaître, à mieux comprendre les choses et surtout à témoigner. On est, je pense, on fait partie de la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rétablissent, qui ont un trouble psychiatrique, qui se rétablissent, mais qui ne le disent pas parce qu'ils travaillent. Donc, il ne faut pas que ça se sache, parce que c'est tabou, parce que c'est stigmatisé. Donc, en fait, il faut aussi imaginer peut-être qu'il y ait beaucoup plus de personnes que nous, de rétablis. Et nous, on est juste la partie visible. Je rejoins ce que disait Yanis tout à l'heure au niveau des relations, donc malades, soignants, etc. Et quand j'anime notamment des groupes de psychoéducation pour les troubles bipolaires, et c'est vrai que le père aidant, il est un peu là comme un catalyseur, c'est-à-dire qu'on introduit un nouveau corps dans un système et il y a une nouvelle réaction chimique qui se produit et une nouvelle relation qui s'instaure entre le patient, le soignant, le père aidant. Et en fait, la parole se libère, la parole est plus facile et on est plus dans une configuration partenariale, de co-construction, de solutions, d'un échange de savoir clinique, de savoir scientifique et de savoir expérientiel. Et chacun apporte sa part et chacun participe à cette co-construction de solutions.
Pour poser un petit peu le cadre de ce qu'on évoque aujourd'hui, le rétablissement, les processus de rétablissement, et plus spécifiquement associés à des équipes en psychiatrie, des services en psychiatrie, il faut savoir que c'est quand même epsilon. Il y a très peu de services qui sont orientés rétablissement en France en psychiatrie. Il y a très peu de services qui proposent de l'éducation thérapeutique. Ici, nous ne parlons pas de ce qui se fait couramment, nous ne parlons pas de ce qui est général des pratiques en psychiatrie. Nous sommes des exceptions, clairement. Les personnes qui défendent et qui soutiennent ces orientations de rétablissement au sein de l'institution, ce sont des gens qui sont novateurs, précurseurs et peu nombreux et qui ne sont pas suffisamment soutenus. Je le dis parce que c'est un besoin des usagers. La parole des usagers s'exprime en ce sens. Comment voulez-vous aller mieux quand vous ne savez pas ce qui ne va pas bien ? Voilà, comment voulez-vous, si je prends la métaphore de la voiture, redémarrer le véhicule si vous ne savez pas pourquoi il ne démarre pas ? Et souvent, dans la vie, moi, quand j'ai eu des soucis, il a fallu que je demande de l'aide. Et l'aide, moi, je l'ai demandé au niveau de l'institution, et ensuite, puisqu'il n'y avait pas de père aidant à l'époque dans l'institution, il a fallu que je me tourne vers les associations. Je crois que l'institution ne peut pas tout faire. Moi, j'en ai eu besoin. J'ai même eu besoin de temps d'enfermement volontaire. J'ai une problématique d'addict. J'ai eu besoin de ce temps-là pour faire des cures de sevrage. Néanmoins, si ça a été nécessaire, ça n'a pas été suffisant. Il a fallu que je me tourne à un moment vers des associations d'usagers pour compléter le début de travail qui avait été initié au sein de l'institution. C'est-à-dire que avec les associations, les groupes néphalistes en ce qui me concerne, eh bien, j'ai pu continuer à cheminer dans mon processus de rétablissement. Il faut comprendre, et ça c'est un point de vue qui n'est que personnel, à ce jour, souvent, les équipes soignantes confondent retour à domicile avec sortie. Vous percevez un petit peu la nuance qu'il y a ? Sortir d'un établissement, quel qu'il soit, et psychiatrique de façon plus spécifique, ça se prépare. Quand une personne a passé plusieurs semaines en intra et qu'elle se retrouve dans l'ivresse de l'extérieur, livrée à elle-même sans que rien ne soit préparé, qu'il n'y ait pas de programme, eh bien, c'est une autoroute à la rechute. Retrouver le même environnement avec les mêmes problématiques qui se sont souvent, d'un point de vue administratif, accumulées, eh bien, ce n'est pas possible de laisser une personne seule, comme ça, dans la nature, sans programme et sans suivi. Alors, il y a bien évidemment parfois quelques rendez-vous qui sont pris, mais ce n'est pas suffisant. Et ce que pourrait faire l'institution, c'est de créer des relations. À l'heure actuelle, les relations qui existent avec les associations, pour celles qui existent entre l'institution et les associations, relèvent plus du fil de ferriste, vous voyez, que de la passerelle ou du pont. Vous comprenez, il s'agit d'encourager, les associations font des boulots formidables, vraiment, d'encourager les relations, les mises en contact entre l'institution et les associations. Ça, c'est le premier point. Ensuite, au niveau du rétablissement, il faut encourager les pratiques orientées au rétablissement. Nous sommes tous ici des professionnels. Nous sommes, pour certains d'entre nous, 4, pour être tout à fait honnête, d'anciens usagers, à moins que je me trompe, de la psychiatrie, et nous sommes professionnels. Il y en a une qui ne s'est peut-être pas dévoilée, j'en sais rien, hein, mais allez savoir. Mais bon, sachez que là, on est 5. Si on considère une personne sur 4, on est quand même dans la rigoureuse honnêteté quelque part, quoi. Là, ça le fait. Donc, je vous encourage à prendre votre bâton de pèlerin, à en parler autour de vous pour essayer de lutter contre la stigmatisation, contre la discrimination, de dire qu'il est possible de se rétablir, qu'il est possible d'aller mieux. C'est un choix et c'est un accompagnement aussi, souvent. Il s'agit de générer de l'espoir, cette capacité à aller dans l'action, à initier l'action pour entrer, encore une fois, dans un processus de changement. Aujourd'hui, mes 3 collègues et moi-même, notre boulot, c'est de susciter de l'espoir essentiellement et de s'appuyer, quand on travaille au sein d'une équipe à l'hôpital, hein, bien évidemment, dans cette orientation professionnelle-là, sur le levier de l'espoir et d'identification. C'est-à-dire que si c'est possible, si ça a été possible pour lui, ça doit être possible pour moi. Voilà. Et puis surtout, au niveau
de la communication, c'est une communication qui est étrangère aux soignants. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même distance thérapeutique, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas nos lunettes à visée symptomatique. Vous n'ignorez pas, quand on connaît bien l'institution, que les usagers, lorsqu'ils pénètrent dans le service, mettent leur costume d'usager. Ils répondent au regard qu'attendent les professionnels et ceux-ci chaussent leurs lunettes à visée symptomatique. Vous voyez ? Alors, savoir que la personne n'est pas une maladie, mais quand même la considérer que par le prisme des symptômes, il y a quelque chose, mais ça, c'est quelque chose qui est entré par la formation des gens. Il faut parfois lutter contre ce qui nous... On a été imprégné, en définitive. Donc, c'est aussi pour eux un travail, je dirais, considérable. Je vais passer la parole à Maria, qui est infirmière. J'ai la chance de travailler avec Maria dans un hôpital de jour qui est spécialisé en remédiation cognitive et qui fut ma référente durant mes premières années à l'hôpital de jour, et lui demander ses réflexions quant au fait d'avoir accueilli un médiateur et puis au fait que ça change aussi peut-être certaines choses au sein de l'équipe pour les personnes qui sont accueillies dans ces équipes. Est-ce qu'il y a des bénéfices ou ce ne sont que des inconvénients à accueillir un médiateur de santé, Père ? Ça dépend des jours. C'est le foutoir. En fait, ça n'a pas été très simple. Moi, ça fait 30 ans que je travaille en psychiatrie. Cette année, ça fera 30 ans. Et c'est vrai que moi, dès le départ, quand même, j'avais certaines aspirations par rapport à l'attitude qu'on pouvait avoir en face des usagers. Et c'est vrai que j'ai été qualifiée souvent, des fois, dans certaines équipes, comme un peu bizarre. Donc peut-être, vois-tu... Il y a peut-être quelque chose. Parce qu'effectivement, au regard de ce qui se passait avant, l'attitude, donc la position qui était soignante, effectivement, c'était chacun son territoire, personne ne rentre là, le patient ne doit pas savoir. Moi, j'ai beaucoup lutté quand même pour que le patient soit informé de son diagnostic, qu'il puisse être informé de ses traitements, parce que moi j'ai travaillé quand même avec des médecins qui disaient j'ai rajouté quelques gouttes, mais ne dis rien. Alors moi je dis non, je ne donnerai pas si tu ne dis pas. Et finalement, j'ai réussi à trouver ma voie, j'ai essayé plusieurs choses et je suis arrivée dans cet hôpital de jour, donc effectivement qui était plus orienté sur le rétablissement et qui avait une position par rapport aux usagers de travailler sur leurs projets. C'est-à-dire, ce n'est pas nos projets, c'est un projet. Et donc est arrivée cette expérimentation de médiateur de santé à l'hôpital de jour. Et moi, tout de suite, je me suis embarquée dedans parce que c'était une évidence pour moi qu'effectivement, il nous manquait quelque chose. Alors ça n'a pas été simple parce que malgré qu'on travaille dans un hôpital de jour qui a une ouverture d'esprit, qui est à l'écoute, qui n'essaye pas de décider à la place du patient, on se rend compte quand même qu'on a nos résistances. On a été bien formaté, bien appris à l'école, certaines attitudes. Et effectivement, il a fallu qu'on travaille, nous, l'équipe, quand même, à revoir notre positionnement. Effectivement, ça oblige à changer son positionnement de soignant. À l'époque, on en était déjà, quand l'expérimentation a commencé, à parler des patients comme qui soient acteurs. Hein. On parlait déjà de ça quand même, que le patient doit être acteur de sa prise en charge. Mais acteur de quelle manière, voilà. Et en fait, Philippe est arrivé. Au départ, c'est vrai que nous, on a dû se préparer et que malgré l'équipe, il y avait, je rejoins tout à fait ce que disait Yanis, le fait, mais est-ce qu'on va pouvoir tout dire devant lui et si jamais il rechute, on fait quoi enfin, tous les fantasmes qu'on peut projeter. Hein. Donc, au départ... évidemment, on s'était dit que ça serait peut-être bien d'avoir le médiateur de santé qu'à 50% dans le service, effectivement, afin de
trouver un équilibre et que chacun puisse, parce qu'il y a eu intégration de Philippe, mais c'était finalement intégration de toute une équipe, puisque ça faisait bouger toute l'équipe et qu'il fallait que tout le monde retrouve sa place avec... c'est comme l'arrivée d'un enfant, voilà. Ça refait. Et en fait, effectivement, là, il a fallu que chacun retrouve sa place. Et je dirais que jusqu'à il y a quand même pas très longtemps, il faut quand même qu'on continue à lutter ensemble pour qu'il fasse sa place. C'est très, très difficile. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de résistance. Et nous, on essaye d'appuyer, mais c'est une lutte. Ça fait un petit peu... Des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un petit village gaulois, là, et que on défend les choses parce que, par exemple, pour que Philippe puisse avoir des entretiens de médiateurs seul, il a fallu qu'on lutte, qu'on argumente. Enfin, cette année, il a pu animer un groupe seul. Enfin, voilà, il y a des choses qui, pour moi, coulent de source, mais pas pour tout le monde, et même au sein d'une équipe quand même qui a une ouverture d'esprit, il y a quand même quelques résistances. Moi, je me rappelle de collègues qui, au début, se demandaient pourquoi Philippe ne parlait pas clinique. Voilà, donc voilà. Moi, mon travail a été effectivement de lui faciliter son intégration. Et ça n'a pas été le plus difficile parce que Philippe a quand même il a eu beaucoup de ressources pour faire ça tranquillement. Moi, je crois que j'ai encore plus lutté avec mes collègues, en fait, pour leur faire comprendre qu'effectivement, il n'aura pas le même langage. Alors, il a fallu qu'on trouve un langage commun. Effectivement, qu'il n'aura pas la même distance thérapeutique. Voilà. Et moi, ça m'a permis d'être avec les usagers comme moi, j'avais envie d'être, c'est-à-dire d'humain à humain. Voilà. Et ça, c'est ma plus belle récompense d'avoir travaillé avec Philippe. Et c'est vrai que voilà, on est parti en voyage thérapeutique il n'y a pas très longtemps avec les patients. Donc maintenant, ils ont vu tous mes défauts. Et effectivement, voilà, ils m'appellent Gaston maintenant parce que je fais que des gaffes. Mais effectivement, je pense que le travail que j'ai fait avec Philippe m'a permis aussi de m'ouvrir un peu plus par rapport aux usagers. Voilà. C'est une expérience formidable que plusieurs établissements quand même devraient mettre en place, hein, parce qu'effectivement, on a des patients qui sont vraiment... on a demandé des retours aux patients, hein, et les paroles des patients, c'est que Philippe, il a la parole vraie, et il a la parole sincère, et il n'y a que lui qui peut les comprendre. Et il n'y a qu'à lui qui peuvent dire certaines choses. Donc, voilà. J'aimerais ajouter quelque chose. Je voudrais pas qu'on pense qu'il faut engager des médiateurs ou des pairs, et puis c'est tout. C'est le seul moyen. Alors, c'est super si vous le faites selon votre poste, je vous encourage. Mais je ne sais pas de quelle profession est composée la salle, mais à mon avis, toutes les personnes qui travaillent dans la santé mentale et la psychiatrie, vous pouvez tous, chacun, agir pour changer les pratiques. Et tu disais quelque chose qui me plaît beaucoup sur le fait d'être humain. À mon avis, en tout cas, là où j'en suis actuellement dans ma réflexion, les pairs ont une particularité qui malheureusement est particulière, c'est de se présenter d'abord comme un être humain avant de se présenter comme un professionnel, et de voir la personne en face, l'usager, le patient, d'abord comme un être humain avant de la voir comme un patient. Et ça ne devrait pas être la spécificité d'un pair. Ça devrait juste être la norme pour toutes les personnes qui travaillent dans la santé mentale et la psychiatrie. On devrait, à la limite, on devrait juste montrer l'exemple pour que les autres, tout le monde, ici, dehors, dans tous les hôpitaux, dans tous les centres de santé mentale, fassent ça. À mon avis, c'est juste une posture humaine, à la limite humaniste, qui, moi, je fais référence, moi, changement de casquette en tant qu'usager, me ferait me sentir très différemment quand je suis face à un professionnel en tant que patient. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui
peut-être qui sont mises en évidence par le travail des pairs professionnels, mais qui s'appliquent à toutes les professions et qui sont simplement des bonnes pratiques, comme cette approche humaine, humaniste. Et d'un point de vue plus pragmatique, il y a aussi beaucoup d'outils que vous pouvez appliquer, voire des modèles, comme, je ne sais pas si vous le connaissez, ce qu'on appelle, qui vient d'Écosse, le Tidal Model, le modèle de la marée, qu'on est en train, avec une petite pub, de traduire en Suisse romande, qui sera bientôt accessible librement sur Internet. Il y a le WRAP pour la Suisse et pour la France, qui sera aussi, il y a la version très copyright, et on est en train de traduire une version libre de droit. Il y a différents outils que vous pouvez utiliser alors justement pour rendre le pouvoir d'agir aux usagers. Et le Tidal Model, c'est quelque chose d'assez difficile, même pour moi, à pratiquer, parce que c'est vraiment partager entièrement toutes les informations avec l'usager. Et si j'ai à la fin de la journée, à la fin de l'entretien, à remplir un document pour dire qu'est-ce qui est passé dans l'entretien, je prends le document avec moi, je le mets sur la table avec le patient et je donne le stylo au patient. Et c'est lui qui écrit. Et on se met d'accord sur ce qui est écrit. Et s'il ne veut pas, à la limite, j'ai rien inventé, hein, c'est Phil Barker et Poppy Buchanan Barker qui nous ont appris ça, c'est eux qui ont inventé ça. S'il n'est pas d'accord, s'il ne veut pas prendre cette responsabilité de tenir le stylo, qu'ils appellent, eux, qui disent que c'est une arme, le stylo, c'est quelque chose de très puissant, savoir qui écrit l'information, eh bien, alors vous, nous, les professionnels, on écrit, mais on se met d'accord face à la personne sur ce qu'on écrit. Et c'est quelque chose que tout le monde, tous les praticiens peuvent faire, et pas que les pairs. Et je pense que il faut bien se rendre compte que il ne faut pas déléguer, disons, aux pairs la responsabilité d'appliquer le rétablissement. Il ne faut pas se dire on a un pair, c'est bon, on est un centre labellisé rétablissement. C'est à tout le monde, tous les praticiens, de changer de posture, de changer de mentalité, de changer de pratique. Et ça peut se faire par des choses comme ça, par la posture, par les outils au quotidien. Et je ne dis pas que c'est facile. Voilà. Pour aller dans le sens de Yanis, moi j'encourage les professionnels qui sont prescripteurs et qui ne sont pas uniquement prescripteurs de médicaments, mais aussi qui peuvent être prescripteurs d'autres choses bien plus essentielles. Et moi je les encourage à prescrire, à écrire sur une ordonnance, de faire du sport, de fréquenter des associations d'usagers. Voilà, simplement ces deux choses-là, faire du sport et fréquenter des associations d'usagers pour les ouvrir à l'extérieur, pour les obliger à reprendre contact, à se relier à leur corps, et puis être aussi dans cette démarche de finalement se faire du bien à se faire du bien aussi. Commencer par ça. Oui. Philippe et Maria, vous avez préparé... Le micro juste un peu plus haut, Pascal. Pardon. Non, juste la position comme ça, de votre micro. oui, Comme un ok. Pour la préparation donc à l'arrivée de Philippe, vous avez mis combien de temps en fait? Je crois qu'on s'est préparé 6 mois à l'avance. Ouais, On a eu des réunions parce qu'effectivement, on est quand même. Je suis quand même dans une équipe et avec un médecin qui nous laisse quand même libre cours de ce que nous on peut penser. Elle nous a pas imposé le projet non plus. Je dis ça parce que quand il y a eu cette expérimentation, quand même, il y a des équipes auxquelles on a imposé. On leur a pas expliqué ce que c'était. Et il y a des médiateurs de santé qui sont arrivés dans certaines équipes. Et pour moi, ça a été de la maltraitance vis-à-vis de ces médiateurs de santé qui n'ont pas été d'ailleurs jusqu'au bout. Et voilà, nous, on s'est préparés. Et donc, je disais, c'est vrai qu'on a fait le choix d'abord de 50%. Voilà, je pense que Philippe, lui, s'y est retrouvé aussi. Le temps de s'habituer, il faut quand même... s'habituer à ce qui est le service public, la présentation de toute l'institution. Faut apprendre à se connaître, voilà. On a préparé les patients aussi, c'est-à-dire qu'on a eu avec les usagers qui viennent à l'hôpital de jour une réunion pour leur expliquer. Donc c'est vrai que
ce que tu disais, c'était compliqué, mais alors il est quoi? Voilà, c'était pas évident pour eux de voir quelqu'un qui était un peu comme un trait d'union. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de préparation. On a préparé une fiche de poste aussi pour savoir, pour le guider un petit peu. Mais justement, nous, c'est tellement bien préparé pour son arrivée que je trouve qu'après, on a eu du mal à sortir de cette préparation et de le laisser, en fait, prendre ses aides. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même de la préparation pour les équipes, parce que ce que tu disais, c'est un changement de posture quand même. Ça fait beaucoup de changements. Je suis étonnée Voilà. que tu parles de 6 mois, parce que nous, c'était quand même 1 an et demi, 2 ans. Hein. Mais nous, Donc, on l'a annoncé très vite. Hein. C'était très vite. Hein, Ouais. Ouais. Et j'ai une expérience aussi comme père aidante qui a échoué. Donc j'ai pu réfléchir un petit peu à tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et évidemment, c'est la préparation des équipes qui prime parmi tout le reste. Hein. Donc il faut vraiment préparer l'équipe, réfléchir, poser des questions. Enfin, je pense que Yanis l'a dit tout à l'heure. Et c'est tellement essentiel, mais en même temps, c'est pas toujours fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un risque là d'engager sans avoir préparé le terrain. Et préparer le terrain, c'est faire plein de choses, mais c'est d'abord réfléchir, quoi. Chez nous aussi, on est parti. Enfin, chez nous surtout, on est parti des associations pour créer des postes de père aidant. Il n'y a rien qui est venu d'en haut. En fait, c'est vraiment tout le travail associatif qui a permis la création des postes. C'est seulement maintenant que le politique est en train de réfléchir à la possibilité, mais c'est vraiment les balbutiements à ce niveau-là de la reconnaissance d'un métier qui va arriver, on ne sait pas quand, qui peut-être n'arrivera pas, tellement il y a tellement les difficultés sont importantes pour y arriver, quoi. Donc voilà. Mais je pense que dans les structures, dans les hôpitaux, il y a vraiment moyen, ne fût-ce qu'en créant des groupes de travail, participation, rétablissement, réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire. Ça peut, par exemple, à Sans Souci, c'est quand même extraordinaire que depuis même pas 6 mois que je suis là, il va avoir des exposés ouverts aux patients et aux professionnels. Or, ça s'était jamais fait. En fait, tous les exposés étaient exclusivement réservés aux psychiatres, aux médecins, etc., et au personnel, au personnel de soins. Maintenant, on va ouvrir, on va projeter un film sur un documentaire sur un témoignage d'un père, quoi, qui et voilà. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein d'idées qui sont à puiser, à aller piquer ici et là, et je pense que ça vaut vraiment la peine, parce que il n'y a pas d'angoisse à avoir. Hein. C'est vrai que dans l'hôpital où je suis, il y a plusieurs pavillons, et la père aidance est réservée à un pavillon. Mais ça veut dire que dans les autres pavillons, ils sont en train ça réfléchit. Ça mature, ça discute, on est frileux, on l'est un peu moins, on était frileux, on l'est un peu moins, on a encore des questions à poser, c'est encore flou, et c'est ça qui est bien d'avoir créé ce groupe pour de professionnels intéressés par la question pour en discuter. Voilà. Alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser, enfin peut-être de façon collégiale, mais Alice, vous pouvez commencer probablement. C'est comment se concrétise votre rôle au niveau accompagnement vers l'emploi et peut-être accompagnement au moment où la personne a retrouvé un emploi, donc d'une certaine façon le maintien dans l'emploi. Alors en fait là moi je travaille plutôt sur la partie éducation thérapeutique du patient pour l'instant, même si je travaille quand même sur la problématique de l'emploi et l'insertion professionnelle.
Et c'est vrai que, donc, on a vu les difficultés que les pères aidants pouvaient rencontrer sur le terrain. Il y a aussi celle que finalement le métier n'est pas vraiment délimité et que tout est à créer. Donc c'est à la fois passionnant parce qu'il faut créer les choses, mais difficile et long. Surtout que ça passe aussi par de l'expérimentation, etc. Donc qu'est-ce que peut faire un père aidant? Déjà, les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas que ça existe, ou de personnels de santé qui n'en ont jamais vu, qui ne savent pas que ça existe. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut bien faire? C'est aussi une autre question. Moi, pour l'instant, j'accompagne des groupes de psychoéducation ou d'éducation thérapeutique. Je participe à la conception de programmes. Quelle est la différence entre la psychoéducation et l'éducation thérapeutique? Alors, c'est un peu une question de nom et ça dépend de ce que vous mettez derrière, en fait. Mais c'est à peu de choses près la même chose. Disons que qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, l'éducation thérapeutique du patient, c'est une dénomination, c'est un peu une appellation de l'Agence régionale de santé. Et donc, si on veut faire un programme labellisé, voilà, il y a un certain processus à faire. Mais dans tous les... Alors après, ça dépend évidemment comment vous le faites et comment vous l'enseignez. La psychoéducation et l'éducation thérapeutique, ça doit vous donner des outils pour mieux connaître la maladie, pour mieux vous connaître, pour apprendre à prévenir les rechutes, à réinvestir la vie sociale, etc. Il y a aussi tous les programmes de réhabilitation sociale qui sont aussi assez proches. Mais donc, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous faites, mais c'est à peu de choses près la même chose, en espérant que je ne vais pas avoir la foudre des... voilà. Suivant le financement, on ne lui donne pas le même nom. Non, voilà, je pourrais dire que la psychoéducation, c'est l'ancien nom, en fait, quand on est dans les structures où on fait s'occupe de rétablissement de la psychoéducation, on en fait depuis très très longtemps, mais effectivement, est arrivé après, effectivement, on s'est rendu compte que c'était un outil efficace, et donc il a été effectivement labellisé en fait maintenant par l'ARS pour qu'effectivement ça soit quelque chose qui puisse être diffusé même ailleurs que... Oui, puis l'idée, en changeant un petit peu ce nom, c'était aussi de permettre aux patients d'être plus acteurs des choses et que ce ne soit pas un cours un peu descendant, mais où le patient est vraiment au centre du programme et c'est lui qui agit, qui interagit. Et nous, on est juste là pour transmettre les choses, en fait. En Suisse romande, c'est l'inverse. L'éducation thérapeutique, c'est l'ancien nom. Et du coup, la psychoéducation, c'est le nom actuel pour se démarquer de l'éducation thérapeutique qui est plutôt vieille. Comme quoi. Alors, comme quoi, on a quand même quelques petits soucis avec les appellations. Oui, d'autant plus que... Vive la francophonie. Si on prend le premier mot, éducation, en tout cas de la manière dont on est structuré et que les choses fonctionnent en France, éducation, on voit bien que ça ne peut venir que des soignants, des sachants. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Oui, c'est un peu top-down quand même. Ouais. Voilà. Mais sinon, je voudrais revenir aussi sur quelque chose de fondamental. On a bien vu que tout est à construire, ou plutôt à co-construire, que les champs ne sont pas limités. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir durant mon intégration dans le service, c'est qu'on n'arrêtait pas d'entendre parler de cadres supérieurs de santé, de cadres thérapeutiques. Et moi, le cadre, c'est fait pour enfermer. Mais bon, d'un autre côté, sans cadre, il n'y a pas de liberté non plus. Regardez les Japonais qui dessinent, c'est le cadre qui fait la création. Tout ça pour dire qu'avant l'arrivée des pairs pros donc au sein d'un établissement à l'hôpital, les frontières étaient clairement définies. Il y avait d'un côté les soignants, une équipe de professionnels aux compétences retenues qui forment leur millefeuille à eux, corporatistes, et de l'autre côté les usagers. D'accord ? Avec l'arrivée des pairs pros au sein des services, ça chamboule absolument toutes les représentations et l'équilibre même qu'il y a dans les services. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus de frontières clairement définies, quoi. Et là, il y a effectivement le pair qui fait le lien entre les soignants et les personnes qui sont accueillies dans les services. Et ça, c'est un changement de paradigme total, un changement au niveau des représentations, et qui est extrêmement difficile
à intégrer, à vivre, à accepter. C'est même pour certains un processus de deuil avec une phase qui est douloureuse, que d'accepter d'anciens usagers avec un savoir auquel ils n'ont pas accès. En principe, un savoir dit expérientiel. Je n'aime pas tellement la dénomination, je préfère le fait d'avoir éprouvé, de connaître de manière intime la maladie. Voilà, cette connaissance-là, cette connaissance intime, l'éprouvement dans sa chair, ça leur échappe, et c'est très difficile pour certains d'entre eux d'accepter le fait qu'ils ne puissent pas tout savoir, ou qu'il y ait même un certain type de savoir qui leur échappe. Ça, j'ai pu le remarquer. Et donc, pour en arriver à cette acceptation-là, eh bien, il faut bien évidemment du temps, il faut de la confiance, et il faut aussi, surtout et avant toute autre chose, quand on est dans un processus de changement, être animé par l'énergie du désir, le désir de faire avec l'autre, le désir de co-construire avec l'autre, et avoir la capacité de lui accorder la même valeur dans sa parole, dans ses propos, qu'à n'importe quel autre professionnel. Et ça, si j'ose dire, ça ne va pas de pair avec tout le monde. Est-ce que tu as pu en faire l'expérience, toi, Pascal? Rappelle-moi la dernière question. Alors, c'est-à-dire le fait d'arriver dans un service où effectivement tu bouscules les frontières, les représentations. Oui. Ok. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis arrivée dans un service. Le micro un petit peu plus haut. Je suis arrivée dans un service où ce qui se passait, c'est que la préparation avait été très longue et l'équipe était quasiment au complet pour accueillir 2 pères aidantes bénévoles pour travailler avec elles, parce que c'était surtout des infirmières. Et je dois dire que c'est surtout avant que le travail a été fait. C'est surtout avant qu'il y a eu la grande bousculade. Quand on est arrivé, tout était si bien préparé, qu'on a été super bien accueillis, que ça s'est hyper bien passé. Donc il y avait vraiment une écoute. Il y avait des soignants qui avaient été désignés pour il y avait un petit triumvirat comme ça pour nous rencontrer au moment où on le désirait. Et on était encadrés, et en même temps, on avait la possibilité de faire exactement ce que nous souhaitions. Ça veut dire qu'on a pu apporter des initiatives, des projets. On a créé un groupe de parole. Un groupe de parole, ça a été très important parce que c'est un groupe qui fonctionne très bien pour le moment et qui est un groupe qui est animé par les pairs, donc par une paire aidante bénévole et par moi-même. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. L'infirmier chef et l'équipe ne demanderaient pas mieux qu'il y ait de plus en plus de pères aidants dans son unité. Pour le moment, c'est très difficile d'en trouver, donc... parce que voilà, il n'y a pas. Ça vient aussi chez nous, en tout cas, ça vient aussi de la personne elle-même, usagère, qui n'a pas toujours envie, évidemment, de s'impliquer dans un projet comme celui-là ou dans un métier comme celui-là. C'est pas parce qu'on a un parcours qu'on est un père aidant, enfin, je veux dire, ou qu'on est un bon père aidant, loin de là. Alors, oui, ça bouscule. Mais je pense que eux vivent ça, en tout cas, de manière très, très positive, parce qu'on amène des points de vue qui sont différents, des angles d'approche différentes. Et donc, voilà. Et alors, ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'on peut toujours en parler, en reparler. Il y a eu un focus group avec des soignants et avec moi. Il y a eu, par exemple, elles étaient frustrées parce que le groupe Espoir, donc, qui est le groupe de parole qu'on anime, est confidentiel. Tu vois, c'est confidentiel. Donc, on dit rien. Et elles étaient frustrées parce qu'elles disaient, oui, mais les pères aidantes, elles ne donnent pas leurs informations et tout ça. Je dis, oui, mais attention, c'est un groupe confidentiel. Nous, on ne va pas donner des informations
parce que vous vous sentez frustré. Donc, mais c'est des petites discussions, ça, c'est pas... mais du moment que la discussion, elle peut toujours se faire, elle peut toujours être là et que la parole circule, je pense que ça va. Mais la différence avec toi, j'ai l'impression, Philippe, c'est que nous, on a une grande liberté par rapport à tout ce qu'on propose. Donc, par exemple, les entretiens individuels, ça n'a jamais posé un problème. Je veux dire, le groupe Espoir, ça n'a jamais posé un problème. Les groupes assister, participer à des activités avec les usagers hospitalisés, ça pose pas de problème. Participer aux réunions du staff, les staffs classiques, non. Par contre, pas parce qu'on peut pas, mais parce que d'un point de vue organisationnel, c'est vraiment pas possible. Et c'est pas très intéressant pour nous. Et en plus, si on va au staff, alors on ne voit plus les patients. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc ça marche pas. Par contre, le staff organisationnel, oui. Ah oui, la supervision, oui. Bon, pour le moment, il n'y a pas de supervision, mais normalement, on assiste à la supervision. Et tout ça est libre. Voilà. Donc... non, je trouve que c'est un cadre... je suis très satisfaite. Formidable. Yanis, de votre côté, enfin du côté suisse, est-ce qu'il y a des éléments différenciants à souligner encore par rapport à la pratique en France ? Par rapport à la pratique en France, je ne sais pas. Mais Pascal, tu disais, c'est pas parce qu'on a vécu un trouble qu'on est père aidant, surtout père aidant professionnel. Et comme là, il y a le titre, le savoir expérientiel, je me permets de prendre 2 secondes là-dessus. Effectivement, à mon avis, il faut être conscient du chemin qu'il faut faire entre la décompensation, ma vie s'effondre, je finis à l'hôpital, et être aujourd'hui ici devant vous avec un micro dans la main et des jambes qui tremblent. Ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas, tant mieux, c'est le but. C'est-à-dire, à mon avis, il y a 3 grandes étapes et demie dans ce parcours c'est ma théorie toute personnelle que vous pouvez contester ou en discuter après. La première, c'est effectivement l'expérience en guillemets brute. Donc on vit la chose, on vit la maladie, on vit la stigmatisation, on vit la psychiatrie. Et j'associe ça à ce que j'appelle, en Suisse on appelle ça les pères aidants, donc les pères non formés, l'entraide spontanée à l'hôpital, on discute, on s'entraide, il n'y a pas besoin d'un diplôme pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande réflexion, simplement on se soutient. La deuxième étape, c'est de prendre du recul, de formaliser, d'expliciter, de se dire mais qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, enfin ça n'a pas besoin d'être explicite, mais simplement poser des questions et travailler un peu ce vécu-là. Et peut-être que là, on peut parler de savoir expérientiel. Je pense que c'est le moment de parler de savoir expérientiel, mais de nouveau, ce n'est pas une formation, c'est simplement des groupes de parole, ça permet ça, les échanges, ça permet ça, écrire un journal de vie, ça permet ça. Il y a plein de manières de faire ça. Et moi, j'associe ça, si la première phase peut être associée à l'entraide informelle et spontanée. La deuxième phase, ce deuxième niveau de conscience, on pourrait dire, ou d'expertise, à mon avis, est équivalente ou correspond au groupe d'entraide, au GEM en France. Donc l'entraide formalisée, mais non professionnelle. Et le troisième niveau, c'est le niveau justement formé. Donc on suit une formation, une certification. Donc on a une légitimité institutionnelle. On a en plus des outils, on a une posture professionnelle, on est aidant et non plus aidé. Il faut savoir switcher de l'un à l'autre. Et là, on est père aidant professionnel, médiateur de santé père praticien, etc. Dernière étape, mais qui inclut cette troisième étape, c'est la pratique professionnelle. C'est qu'on ne s'arrête pas, c'est pas parce qu'on a notre formation dans la poche qu'on s'arrête d'évoluer sur notre vécu, sur notre formation, etc. Donc tout ce qui est la formation continue, la spécialisation, la pratique, les échanges, la rencontre de patients, la rencontre de collègues, ça
continuer à nous enrichir. Et malheureusement, on n'a jamais fini de faire ce travail. Donc je pense que le savoir expérientiel, c'est au fond, à mon avis, que ce deuxième bout, c'est ce moment travaillé de l'expérience brute. On a notre expérience brute, on la mixe, on la mâche, on la pré-mâche, on la remâche. Ça nous fait notre savoir expérientiel. Et à partir de ça, on peut en faire un métier avec une certification, avec une posture professionnelle. Point de vue personnel. Je me permets, juste pour ceux d'entre vous, c'est-à-dire tout le monde bien sûr, qui souhaiteriez continuer cette réflexion sur le travail tel que le job coaching et la pérédance, du point de vue francophone, belge, québécois, suisse et français, je vous propose de participer, de venir à un colloque le 6 avril à Chambéry, organisé par le Centre hospitalier spécialisé de la Savoie et l'association Transition, auquel colloque vous retrouverez certains d'entre nous et d'autres personnes très intéressantes. Est-ce que ce sera filmé? On peut amener une caméra pour vous si vous voulez. Encore un mot de Pascal, oui. Juste 2 petits mots pour rappeler en fait les 2 mots pour moi, et je pense que d'autres ici seront d'accord, qui peuvent résumer à la fois la pérédance et le rétablissement. C'est d'abord l'espoir, on n'en a pas parlé tant que ça, on en a parlé, l'espoir et le choix. Parce que dans le rétablissement, c'est bien l'usager qui va mener la barre. Parfois, j'ai entendu ou sous-entendu que on pensait qu'on devenait père aidant parce qu'en fait, on n'était plus capable de faire autre chose. Et donc, je dis, ben non, c'est une vocation, c'est un choix. Donc, voilà, je rebondis là-dessus pour dire que non, c'est un choix qu'on fait et que oui, on est capable de faire autre chose, mais c'est devenu une vocation. Voilà, grâce à la maladie. Moi, je voudrais dire que dans ma pratique, bien évidemment, je m'appuie sur les connaissances de tous mes collègues de travail professionnels, mais aussi sur des associations, je vous l'ai dit, mais également sur le savoir expérientiel de pères aidants non pro. Et notamment, je vais saluer 2 personnes. Agathe Martin qui fait de la formation, c'est très important puisque je crois qu'on devrait reparler prochainement du job coaching et de l'emploi accompagné. Et ensuite de bénévoles qui font un travail de professionnel remarquable. Je pense à Cathy Maillot et son site Solidarité Usagers Psy au pluriel. Ne vous privez pas de lui rendre visite. C'est un outil professionnel remarquable, notamment quand vous êtes dans un processus de recherche d'emploi et d'information sur la santé mentale au sens large. Et je voudrais terminer en vous donnant une note d'espoir. Moi, je suis arrivé dans un service, je vous ai dit combien le cadre me pesait, bien que j'aime énormément la peinture. Mais moi, dans ma pratique professionnelle, je fais de la sculpture. Merci.